Maman a été abandonnée par mes frères et sœurs quand papa les a convaincus qu'elle avait une liaison. Puis, après sa mort, j'ai découvert que c'était en réalité papa qui avait trompé. Je ne sais même pas par où commencer. Tout a été un véritable chaos pendant 1 an et demi. J'ai 23 ans maintenant, et tout cela a commencé quand j'en avais 21. Ma famille, en apparence, était le genre de famille que les gens montraient en exemple. Nous allions régulièrement à l'église, mes parents étaient engagés dans la communauté, et mon grand frère Joe, qui a 28 ans, ma grande sœur Jenny, 26 ans, et moi, avons tous été élevés dans le respect des valeurs familiales fortes. On dînait ensemble presque tous les soirs. Tout semblait si stable, si normal. Mon père était toujours perçu comme le chef de famille, une figure forte, tandis que ma mère était plus discrète, plus réservée, mais toujours présente. Voilà le tableau, du moins. La première fissure est apparue il y a environ 18 mois. Maman a convoqué une réunion de famille juste elle, papa, Joe, Jenny et moi. Elle a annoncé très calmement qu'elle voulait divorcer. Elle a dit qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle ne l'était plus depuis longtemps, et qu'elle voulait passer les années qui lui restaient à chercher un peu de paix pour elle-même. Elle avait 58 ans à l'époque. Ses raisons n'étaient pas très précises, juste ce besoin général d'être seule, d'être heureuse, comme elle l'a dit. La réaction de papa a été immédiate et bruyante. Il s'est levé, le visage rouge, et a exigé de savoir ce qui n'allait pas chez elle. Il a demandé ce qu'il avait bien pu faire pour mériter cela après toutes ces années à subvenir aux besoins de la famille. Il lui a dit qu'elle était incroyablement égoïste et qu'elle allait détruire la famille. Il répétait sans cesse, « Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ?» Quand maman répétait simplement qu'elle n'était pas heureuse, il s'est mis à crier sur ses responsabilités, sur Dieu, sur ce que les gens allaient penser. Les semaines suivantes, la maison était remplie de tension. On entendait la voix de papa crier derrière la porte de leur chambre, pendant des heures. Maman, elle, élevait rarement la voix. Joe restait surtout silencieux durant cette période. Il avait l'air perdu, comme s'il ne savait pas quoi penser. Jenny, en revanche, s'est immédiatement rangée du côté de papa. Elle a eu de longues conversations avec maman, mais c'était plutôt des interrogatoires. Jenny disait à maman qu'elle était ridicule, qu'elle gâchait un mariage parfaitement bon. Elle parlait de leur foi, du fait que le divorce était un péché, que maman était censée être un exemple. Jenny pleurait, criait, suppliait maman de reconsidérer cette folie. Maman l'écoutait parfois, elle essayait d'expliquer, mais Jenny n'entendait rien. Elle répétait que maman ne pensait qu'à elle-même. Quelques mois plus tard, maman a commencé à tousser constamment. Au début, on pensait tous que c'était un simple rhume qui persistait, mais ça ne partait pas. Elle a commencé à perdre du poids. Après plusieurs scanners et une biopsie, les médecins nous ont annoncé la nouvelle, cancer du poumon stade 4, incurable. Ils ont dit que les soins palliatifs pour soulager les symptômes étaient la seule option. Cette nouvelle a changé la façon dont Joe et Jenny voyaient les choses. Soudain, le désir de maman de divorcer n'était plus perçu comme un choix, mais comme un symptôme. Ils ont décidé que le cancer devait altérer son jugement. Ils lui répétaient sans cesse, « Tu ne veux pas vraiment divorcer, maman, c'est la maladie qui parle. » Ils s'en servaient pour la pousser à arrêter toute discussion de séparation. Ils disaient qu'elle devait se concentrer sur son combat contre le cancer, rester avec la famille. Comme si le pronostic sombre n'avait pas été compris. Papa, devant nous, adoptait un ton concerné, disant qu'il fallait soutenir maman. Mais dans ses interactions avec elle, il restait froid. L'état de maman s'est détérioré progressivement. Elle était souvent fatiguée, faible et souffrante. Le divorce n'était plus à l'ordre du jour à cause de la maladie, mais la tension restait palpable. Un après-midi, papa a convoqué Joe et Jenny à la maison. J'étais dans ma chambre, mais les murs ne sont pas épais. Il les a fait asseoir dans le salon et, avec une voix remplie de fausse tristesse et de colère, leur a dit qu'il devait leur avouer la vraie raison pour laquelle maman voulait divorcer. Il a dit, la voix brisée, que maman avait été infidèle. Il a affirmé qu'elle avait une liaison et que c'était pour cela qu'elle voulait le quitter. Il a dit qu'il avait des preuves, mais qu'il ne voulait pas la couvrir de honte en les montrant, surtout maintenant qu'elle était malade. Il s'est dépeint comme le mari patient et souffrant, essayant de protéger la réputation de maman et l'honneur de la famille, mais que son égoïsme en voulant divorcer l'avait poussé à dire la vérité. Il a réussi à paraître à la fois bouleversé et vertueux. Joe et Jenny ont entièrement cru à son histoire. Ils étaient dévastés, puis furieux non pas contre papa, mais contre maman. Ils sont allés dans sa chambre. J'ai entendu la voix de Jenny. Elle a traité maman d'hypocrite, de menteuse. Joe, apparemment, a soutenu Jenny, demandant à maman comment elle avait pu faire ça à papa, à la famille, après tout ce qu'ils avaient vécu. Maman, déjà si faible, a essayé de nier, sa voix n'était qu'un murmure. Elle s'est mise à pleurer, mais ils ne l'ont pas écoutée.
Ils lui ont dit qu'ils avaient honte d'elle. Après cette confrontation, ils ont cessé de venir la voir. Il ne répondait plus à ses appels. Quand je les appelais, il me répondait brièvement, avec colère, en disant que maman avait cherché ça. Papa continuait sa comédie de mari attentionné devant les autres, mais à la maison, il faisait à peine attention à elle. Il passait la plupart de son temps au travail ou dans son bureau. Je ne croyais pas papa. Son histoire sonnait faux, et maman, même dans son état affaibli, avait l'air vraiment choquée et blessée. Quand je lui ai posé des questions plus tard, elle a simplement secoué la tête et murmuré « Ce n'est pas vrai ». J'ai fait un choix. Je suis retourné vivre chez mes parents, dans la chambre d'amis. Je suis devenu l'aidant de maman. Je lui préparais ses repas, l'aidais à se laver, gérais ses médicaments, écrasais ses comprimés quand elle ne pouvait plus les avaler, lui faisais la lecture ou restait simplement assis à ses côtés. Certains jours, elle était lucide et parlait un peu de son enfance ou des livres qu'elle aimait. D'autres jours, elle était confuse ou trop douloureuse pour parler. Elle n'a jamais vraiment abordé les détails de son mariage, mais parfois, elle me prenait la main et disait simplement « Merci d'être resté ». Ces mois ont été les plus durs de ma vie. La voir décliner, tout en sachant que mes frères et sœurs croyaient à un mensonge, tandis que papa se promenait comme un martyr. Maman est décédée dans son lit à la maison, 7 mois après le diagnostic. Je lui tenais la main. Joe et Jenny sont venus à l'enterrement. Ils avaient l'air tristes, comme il fallait, mais ils m'ont à peine adressé la parole. Ils sont restés près de papa, qui jouait à merveille le rôle du veuf éploré. Une semaine après l'enterrement, l'avocat de maman m'a contacté. Maman avait mis à jour son testament quelques mois avant de mourir. Elle m'avait légué tous ses biens personnels, ses économies, ses bijoux et la part clairement définie de la maison familiale qui lui appartenait. Cette part était issue de ses biens avant le mariage et d'un héritage important qu'elle avait reçu des années auparavant, qu'elle avait soigneusement documenté comme ayant été investi dans la maison. Papa a apparemment été furieux en l'apprenant par l'avocat, même s'il ne m'a rien dit directement au début. Cela a immédiatement créé une situation tendue, puisque papa vivait toujours dans la maison, et que les implications pratiques de ma part héritée, étant donné que c'était le domicile familial, allaient nécessiter du temps et probablement une bataille juridique pour être réglée. Surtout si papa ne coopérait pas. Joe et Jenny ont également été clairement choqués et mécontents du testament. Quelques jours plus tard, alors que je triais les affaires personnelles de maman dans son placard, parmi les choses qu'elle gardait dans un petit coffre, j'ai trouvé une boîte en bois verrouillée. Je me souvenais qu'elle l'avait depuis des années. La clé était dans une enveloppe à mon nom, glissée dans sa vieille Bible. À l'intérieur de la boîte, il y avait de vieilles photos, quelques souvenirs et une grosse enveloppe, également adressée à moi. C'était une lettre, écrite à la main par maman dans les dernières semaines de sa vie. La lettre faisait 20 pages. C'était une confession. Elle y parlait de son mariage avec papa, depuis les débuts. Elle décrivait des décennies de distance émotionnelle, de contrôle et de critique. Elle parlait de son tempérament, de la manière dont il la rabaissait, ses idées, ses amis, la faisant se sentir petite et stupide. Puis, elle évoquait sa collègue, une femme nommée Marie. Papa, écrivait-elle, avait une liaison avec Marie depuis plus de 15 ans. Ce n'était pas sa première infidélité, mais c'était la plus longue et la plus sérieuse. Il avait été négligent à plusieurs reprises, laissant des traces que maman avait découvertes. Quand elle l'avait confronté au fil des années, il niait avec une extrême agressivité, retournait la situation en l'accusant d'être jalouse ou folle, ou bien il minimisait en disant que cela ne signifiait rien et qu'elle en faisait toute une histoire. Il la faisait douter de sa propre santé mentale. Elle écrivait que le gaslighting constant et les abus émotionnels l'avaient détruite à petit feu. Elle voulait divorcer, non pas sur un coup de tête, mais parce qu'elle ne pouvait plus le supporter. Elle espérait avoir ne serait-ce que quelques années de paix. Elle écrivait aussi qu'elle soupçonnait papa d'essayer de ruiner sa réputation si elle tentait réellement de le quitter, ce qui expliquait pourquoi elle avait été si hésitante et vague lorsqu'elle avait d'abord demandé le divorce. C'était comme si toutes les pièces d'un puzzle que je ne savais même pas chercher s'assemblaient soudain. Sa tristesse, son flot autour du divorce, la rage immédiate de papa, sa rapidité à la calomnier, tout cela prenait un sens horrible. Je suis resté assis pendant des heures à relire cette lettre. Je me sentais malade. La colère que j'éprouvais envers papa était immense. Il n'avait pas seulement menti. Il avait systématiquement détruit l'esprit de maman pendant des années, puis sali sa mémoire. Je ne l'ai pas confronté tout de suite. Je ne savais même pas quoi dire ou faire. Il jouait encore le rôle du mari endeuillé, recevant la sympathie de tout le monde à l'église et dans la communauté. Je me suis concentré sur les affaires de maman, à gérer avec l'avocat, la banque. Joe et Jenny m'ont contacté plusieurs fois, surtout au sujet du testament. Ils pensaient que maman avait été injuste, qu'elle les avait punis. Jenny a même suggéré que maman n'était pas dans son état normal quand elle avait modifié le testament.
Je leur ai dit que le testament était la décision de maman et que je la respecterais. Je n'ai pas mentionné la lettre. Je ne pensais pas qu'ils méritaient de savoir. Pas à ce moment-là. Ils avaient fait leur choix. Les mois suivants ont été flous, entre la paperasse juridique et un deuil écrasant. J'avais quitté la maison familiale presque immédiatement après les funérailles et j'étais retourné dans mon petit appartement. La maison était maintenant uniquement à papa, malgré ma part légale. L'avocat travaillait lentement sur ce dossier, envoyant des notifications officielles à papa concernant ma part héritée. Mais comme prévu, papa ne répondait pas de manière constructive. Je l'évitais autant que possible. Nos interactions étaient minimales et strictement fonctionnelles, surtout à propos du courrier ou des factures. Une ou deux fois, il a essayé de me parler de combien maman lui manquait. Et je suis simplement parti. Je ne supportais pas d'être dans la même pièce que lui. Je n'ai pas parlé à Johnny à Jenny durant toute cette période. Il m'envoyait parfois des messages, comme pour tâter le terrain, mais je répondais brièvement, froidement. J'essayais juste de survivre à chaque journée. Environ 6 mois après la mort de maman, j'ai reçu un appel d'une vieille amie de la famille, une femme de leur église, qui semblait très mal à l'aise. Elle m'a dit avec hésitation que les gens parlaient, parce que papa avait une femme qui vivait avec lui. C'était Marie, la collègue mentionnée dans la lettre de maman. Il l'avait installée dans la maison. La maison où maman avait vécu, et où elle était morte. Une maison qui, selon son testament, m'appartenait en partie, même si les formalités légales étaient encore en cours. Il n'avait même pas attendu un délai respectable. À peu près au même moment où papa a fait emménager Marie, Joe et Jenny ont dû l'apprendre eux aussi. Ils ont commencé à m'appeler, à me demander si je savais ce qui se passait. Ils étaient confus, et commençaient à paraître en colère contre papa. Cette fois, quand ils m'ont interrogé sur le comportement de papa et sur les véritables raisons pour lesquelles maman aurait voulu divorcer, j'ai décidé que c'était le moment. J'ai scanné la lettre de maman et je l'ai envoyée par email à tous les deux. J'ai simplement écrit « Vous vouliez savoir pour maman. » Voici sa version. La réaction a été explosive. Mais cette fois, c'était dirigé contre papa. Ils l'ont confronté. Apparemment, il a essayé de nier, puis il est devenu agressif, puis il a tenté de justifier sa relation avec Marie en disant qu'il était seul. Ils m'ont dit que c'était une toute autre personne que le père qu'ils pensaient connaître. L'homme décrit dans la lettre de maman était désormais visible pour eux. Et maintenant, ils se tournent vers moi. Depuis quelques semaines, Joe et Jenny m'appellent et m'envoient des messages sans arrêt. Ils sont pleins d'excuses, disant à quel point ils sont désolés d'avoir cru papa, d'avoir abandonné maman, de la façon dont ils l'ont traité. Ils disent qu'ils ont été manipulés, que papa est un monstre. Mais, mêlés à leurs excuses, il y a des reproches. Jenny m'a dit que j'aurais dû leur montrer la lettre plus tôt. Joe a dit qu'en ne leur disant rien, je les avais laissés continuer à être horribles avec maman. Tous deux m'ont accusé de les avoir piégés, en gardant cette information pour la leur balancer comme une bombe. Maintenant, ils disent qu'ils veulent mon pardon, qu'ils veulent reconstruire notre relation fraternelle. Ils répètent sans cesse qu'il ne nous reste plus que nous, maintenant sous-entendu, sans papa. Mais leurs excuses me paraissent teintées de reproches. Ils ont l'air désolés, oui, mais aussi désolés pour eux-mêmes. Et en colère de passer pour des idiots. Ils me mettent beaucoup de pression. Chaque conversation se termine par une demande de pardon, de passer à autre chose ensemble. Mais ils ne semblent pas comprendre l'ampleur de ce qu'ils ont fait. Ils ont choisi de croire le pire de maman, alors qu'elle était à son moment le plus vulnérable. Ils ont choisi de l'abandonner. C'est moi qui ai tenu sa main pendant qu'elle mourait, qui l'ai entendu pleurer ses enfants absents. Et maintenant, ils veulent une solution rapide. Est-ce que je suis le salaud de ne pas être prêt à leur pardonner ? Et de penser que leurs excuses sont davantage motivées par leur propre culpabilité que par un vrai remords pour ce qu'ils ont fait à maman, et, par extension, à moi ? Mise à jour 1. Cela fait environ une semaine depuis mon message. Merci à tous pour vos messages et commentaires. Cela m'a aidé de lire vos points de vue extérieurs. Beaucoup d'entre vous ont demandé plus de détails sur la manière dont papa a manipulé mes frères et sœurs, et pourquoi je ne leur ai pas montré la lettre immédiatement. Pour clarifier, la manipulation de papa n'a pas été une simple conversation. Après leur avoir dit que maman aurait prétendument trompé, il n'a cessé de renforcer ce mensonge. Chaque fois qu'il montrait le moindre doute, il devenait soit incroyablement triste, parlant de son cœur brisé et de l'amour qu'il avait encore pour elle malgré sa trahison, soit explosif. Une fois, je l'ai entendu hurler sur Jenny au téléphone, alors qu'elle devait poser une question. Sa voix était si forte que je l'ai entendue à travers son combiné, de l'autre côté de la pièce. Quand elle m'en a parlé ensuite, en larmes, c'était encore avant qu'il coupe totalement les ponts avec maman, mais déjà à une période où ils étaient sous l'emprise de papa. Il disait des choses comme « Comment peux-tu défendre ces actes ?
Tu te ranges de son côté contre ton propre père, qui t'a toujours aimé. Il était très doué pour les faire se sentir coupables de ne serait-ce que le remettre en question. Il se présentait toujours comme la victime. Maman a essayé de nier ses accusations devant eux, lors de ces horribles confrontations. Elle leur a dit que papa mentait. Mais elle était tellement malade, tellement faible, et eux étaient si agressifs, si convaincus par la performance de papa. Ils lui disaient qu'elle était délirante, et qu'elle empirait son cas avec ses dénis. Ils ont choisi de croire l'homme fort, apparemment brisé de chagrin, plutôt que leur propre mère mourante. Concernant la lettre, je l'ai trouvée environ une semaine après la mort de maman. J'étais sous le choc, en deuil, et j'essayais de digérer non seulement sa mort, mais aussi ses révélations horribles sur mon père et toute notre histoire familiale. Honnêtement, mon premier réflexe n'a pas été de la partager avec Joe et Jenny. Ils avaient montré tant de cruauté. Et un jugement d'une absurdité monumentale. Maman avait adressé cette lettre à moi. C'était comme sa dernière confidence. Et j'avais besoin de temps pour l'assimiler. Je savais aussi que si je la leur montrais à ce moment-là, alors que leur deuil, aussi compliqué soit-il parce qu'ils croyaient sur elle, était encore frais, et que la colère contre les mensonges de papa brûlait encore, l'explosion émotionnelle serait massive et probablement mal dirigée. J'ai attendu que le fait que papa fasse emménager Marie devienne public. Cet événement a fissuré leur certitude à son sujet. Il a créé un espace où ils pouvaient peut-être vraiment être réceptifs à la vérité sur maman. Le cœur de mon message initial, et ce avec quoi je me débat depuis, c'est ceci: je ne suis pas le méchant dans cette histoire. J'ai fait de mon mieux pour soutenir ma mère mourante dans une situation impossible, en tenant tête à un père manipulateur et à des frères et sœurs qui, à l'époque, étaient incroyablement hostiles et aveuglés. Ma mère méritait un mari aimant et des enfants qui la soutiendraient. Joe et Jenny l'ont laissé tomber. Si elle n'avait pas écrit cette lettre, il serait mort en croyant aux mensonges de papa, en la rendant responsable. J'ai réfléchi à ce que le pardon signifierait dans ce contexte. Pour eux, cela semble vouloir dire tout effacer et faire comme si nous pouvions être une grande fratrie unie, blessée mais heureuse. Pour moi, leurs actions ne peuvent pas être effacées aussi facilement. Ils n'étaient pas de simples témoins passifs, ils ont activement participé à la souffrance de maman, basée sur des mensonges qu'ils ont choisi de croire, venant d'un homme dont ils avaient pourtant vu pendant des années la colère et la nature contrôlante même s'ils n'en comprenaient pas toute l'ampleur. Leur accusation selon laquelle je les ai laissés maltraiter maman en ne leur montrant pas la lettre plus tôt est particulièrement difficile à digérer. Ce sont des adultes, ils ont fait leur choix. J'étais moi-même un jeune adulte, en train de m'occuper d'une mère en phase terminale, de ses soins quotidiens, pendant que lui infligeait encore plus de douleur. Ma priorité, c'était la paix de maman, pas de gérer leurs illusions ou de les protéger des conséquences de leurs propres décisions. Après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de répondre directement à Joe et Jenny au sujet de leur demande de pardon et de leurs reproches. Je leur ai envoyé à chacun un long message. J'ai reconnu qu'ils s'étaient excusés, mais je leur ai dit que je n'étais pas prêt à leur pardonner, et que leur tentative de me rendre responsable de leurs actions était inacceptable. J'ai écrit que leur attention ne devait pas se porter sur le moment où je leur avais dit la vérité, mais sur le fait qu'ils avaient si facilement cru aux mensonges sur maman, et qu'ils avaient choisi d'être aussi cruels avec elle pendant qu'elle mourait. Je leur ai dit que leur comportement durant la maladie de maman était le vrai problème, et que leurs excuses actuelles ne montraient pas une compréhension complète du mal qu'ils avaient causé. J'ai expliqué que j'avais besoin d'espace, et que leur pression empirait les choses. J'ai précisé que je n'étais pas intéressé par une relation avec eux tant que, dans nos échanges, mon deuil et la souffrance de maman passeraient après leur besoin de pardon. Leur réaction était prévisible, mais quand même décourageante. Jenny m'a appelé presque immédiatement, furieuse. Elle m'a accusé d'être froid, impardonnable, de vouloir détruire ce qu'il restait de la famille. Elle m'a dit que je faisais preuve de rancune, que je me croyais supérieur. J'ai répété calmement mes points, puis j'ai mis fin à l'appel quand elle s'est mise à crier. Joe, lui, a envoyé un message plus mesuré, mais qui révélait tout de même un manque de compréhension profonde. Il a écrit qu'il était désolé que je ressente ça, et qu'il espérait que je changerais d'avis un jour. Il a dit qu'il comprenait que j'étais blessé, mais qu'eux aussi souffraient. Aucun d'eux n'a reconnu la validité de mes arguments sur le transfert de responsabilité. Leurs réponses n'ont fait que confirmer que j'avais pris la bonne décision. Il n'y avait aucun soulagement à tirer de cela, seulement une profonde tristesse face à toute cette situation. Le fossé entre nous semble plus large que jamais. Pour l'instant, je dois protéger ma propre paix, celle que maman voulait désespérément pour elle-même. Eddie. Quant à la maison, c'est une source de stress permanente. Mon avocat poursuit ma revendication sur la part de maman, mais papa fait obstruction, il ignore essentiellement les communications juridiques ou fait envoyer par son avocat des réponses vagues et dilatoires. Le fait qu'il ait fait emménager Marie renforce l'impression qu'il s'approprie les lieux et me met au défi de me battre pour ce que maman m'a légitimement laissé. C'est un processus lent, coûteux,
et une autre bataille que je dois mener à cause de lui. Mise à jour 2. Environ 4 mois ont passé depuis ma dernière mise à jour. Beaucoup de choses se sont passées dans ma famille, notamment concernant mon père et la relation de mes frères et sœurs avec lui. Après mon dernier échange avec Joe et Jenny, où je leur ai dit que je n'étais pas prêt à leur pardonner et que j'avais besoin d'espace, ils ont, dans l'ensemble, réduit la pression directe sur moi. Cependant, ils ont apparemment pris la lettre de maman, celle que je leur avais envoyée, et ont confronté papa de manière beaucoup plus directe et soutenue que lors de leur réaction initiale de choc. Ils m'ont parlé de cette confrontation lors d'appels séparés, hésitants. Ils ont décrit être allés à la maison, y trouvant papa et Marie, vivant comme un vieux couple marié. Joe et Jenny ont présenté la lettre. Papa, selon eux, a d'abord essayé de s'en sortir par le bluff. Il a traité maman de menteuse, affirmé qu'elle était malade et délirante lorsqu'elle l'avait écrite. Il a crié qu'il n'avait aucun droit de le remettre en question après tout ce qu'il avait fait pour eux. Il est apparemment devenu très explosif, jetant un verre contre la cheminée, un comportement qu'il avait déjà eu lors de disputes avec maman, quand nous étions enfants. Ce détail, visiblement, les a profondément secoués de le voir se reproduire, cette fois dirigé ailleurs. Mais ils ne se sont pas laissés démonter, et ont continué à lui montrer les détails précis de la lettre. Et les dates mentionnées dans la lettre de maman. L'attitude de papa a changé. Apparemment, il s'est effondré, mais pas dans un élan de remords. Il s'est mis à délirer, à dire que maman ne l'avait jamais compris, que Marie, elle, l'appréciait vraiment, et qu'il méritait lui aussi d'être heureux. Puis il a fini par l'admettre. Il a confessé que tout ce que maman avait écrit dans sa lettre à propos de sa liaison de longue date avec Marie était vrai. Il a reconnu qu'il était avec Marie depuis de nombreuses années, qu'il l'aimait, et que maman était un obstacle à son bonheur. Puis est venu un élément auquel même moi je ne m'attendais pas, bien que cela explique la précipitation indécente avec laquelle Marie avait emménagé. Papa a annoncé à Joe et Jenny que Marie était enceinte. Apparemment, elle était déjà enceinte de plusieurs mois. C'était, selon lui, la justification finale à tout ce qui s'était passé. Marie allait lui donner une nouvelle famille, un nouveau départ. Il leur a dit cela comme s'il s'attendait à ce qu'ils soient contents pour lui. Cette confession, combinée à la grossesse, a été la goutte d'eau pour Joe et Jenny. Ils m'ont dit qu'ils avaient quitté la maison esséurée et qu'ils n'avaient plus parlé à papa depuis. D'après leurs propres mots, ils sont complètement horrifiés et se sentent trahis en profondeur. Le père qu'ils avaient défendu, l'homme dont ils avaient cru la parole au lieu de celle de leur mère mourante, s'était révélé être exactement celui que maman décrivait. Environ une semaine après cette confrontation majeure avec papa, Joe et Jenny m'ont de nouveau contacté. Cette fois, leurs excuses semblaient différentes. Ils étaient plus calmes, et il n'y avait plus de reproches à mon encontre. Ils ont parlé de maman, du fait qu'ils avaient relu sa lettre plusieurs fois, de souvenirs spécifiques où le comportement de papa prenait désormais un nouveau sens, terrifiant. Ils m'ont dit qu'ils étaient désolés, sincèrement désolés de ne pas avoir cru maman, de l'avoir blessée, de l'avoir abandonnée, et pour la douleur qu'il m'avait infligée. Ils ont dit qu'ils comprenaient désormais pourquoi j'avais été si distant, et pourquoi je ne pouvais pas simplement passer à autre chose. Cette fois, ils ne m'ont pas explicitement demandé pardon, mais l'espoir était évident dans leur voix. Je les ai écoutés. J'ai reconnu leurs excuses et je leur ai dit que je croyais que leur remords était plus sincère cette fois-ci. Cependant, je leur ai aussi dit que le fait que l'horreur de papa soit désormais indéniable à leurs yeux n'effaçait pas magiquement ce qui s'était passé avec maman. Les dégâts étaient profonds. Leurs actions avaient eu des conséquences bien réelles sur maman pendant ces derniers mois de souffrance. Je leur ai dit que, bien que j'apprécie leur compréhension et leurs excuses sincères, j'avais encore besoin de beaucoup de temps. Je leur ai demandé de respecter cela, de me laisser tranquille pendant un moment. J'ai suggéré au moins 1 an de contact minimal, afin que je puisse continuer à digérer tout ce qui s'était passé, et pour qu'ils puissent vraiment réfléchir à leurs actes envers maman, pas seulement réagir à la trahison de papa. Je leur ai dit que ma priorité était de guérir du traumatisme de l'année écoulée et d'honorer la mémoire de maman dans la paix, et que le fait de remuer constamment leur culpabilité n'aidait en rien. Ils sont restés silencieux, mais ils ont accepté. Joe avait l'air de pleurer. Jenny s'est contentée de dire « D'accord. Je comprends. » À tous ceux qui ont lu mon histoire et m'ont apporté leur soutien, merci. Ce fut un parcours très difficile, et le fait d'écrire tout cela, même sur un forum anonyme, m'a aidé, d'une certaine manière, à traverser l'horreur de tout cela. Tout est encore très à vif. Ma relation avec mes frères et sœurs est évidemment brisée, et je ne sais pas si elle pourra un jour être véritablement réparée. Leur changement d'attitude récent est noté, mais la trahison envers maman est une blessure qui va très profondément. Quant à papa, il a fait ses choix et devra désormais vivre avec eux et avec sa nouvelle famille. Je n'ai aucune intention d'avoir le moindre contact avec lui. Pour l'instant, je me concentre sur moi-même, sur mon travail, et sur la construction d'une vie calme, aussi éloignée que possible de ce drame familial.
Mise à jour finale. Je sais que ce chapitre de ma vie laissera une marque indélébile. Rien ne pourra ramener maman, ni effacer la douleur qu'elle a endurée dans le silence. Mais je me dois de continuer, pour elle, pour moi. Chaque jour, j'essaie de faire la paix avec ce passé, de reconstruire quelque chose de sain à partir des ruines. Ce que j'ai appris à travers tout cela, c'est que la vérité finit toujours par émerger, parfois trop tard, mais elle vient. Et même si le pardon n'est pas encore possible, la clarté, elle, est là. Je vais maintenant tourner la page, non pas pour oublier, mais pour me donner une chance de vivre sans ce poids constant. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de lire, de commenter, d'offrir un mot de réconfort ou une perspective différente. Vous avez aidé un inconnu à se sentir un peu moins seul. Et si un jour Joe et Jenny trouvent une manière sincère d'honorer notre mère, sans excuses vides ni intentions égoïstes, alors peut-être que quelque chose pourra se réparer. Mais ce jour-là, ce ne sera ni forcé ni exigé. Ce n'est pas l'oubli qui guérit, c'est ce qu'on fait de la mémoire. Merci de m'avoir lu. Fin de l'histoire. Pour de vrai, cette fois.